finir sur l'agilité, c'est bien. 15 minutes 20 minutes Non. Quelle heure est? C'est bon, vous avez encore 20 minutes à m'accorder. L'agilité, mais ce coup-ci, dans le cadre d'une prestation, on aurait pu le dire, l'agilité dans le monde de la SS2I. L'agilité, enfin voilà. Donc, déjà, un gros problème, on va dire une bataille entre l'agilité et le concret, ce qu'on en fait. L'agilité, c'est bien, sauf que les objectifs naturels d'une SS2I, dans une SS2I, bah, c'est de maximiser la rentabilité. Ça, c'est clair, il y a des managers de SS2I ici, j'en ai vu. Je suis moi-même gérant d'une, finalement, ce qu'on peut appeler une SS2I. Eh ben, on a forcément envie de maximiser la rentabilité. Or, l'objectif de l'agilité, c'est d'être transparent et de s'adapter. C'est assez dur. Être transparent, quand on est une SS2J, j'ai vu faire, malheureusement, on évite d'être transparent. Parce que bah, si on gagne du temps, on ne le dit pas. C'est qu'on va dire, mais si je gagne du temps, si j'ai vendu 100 jours à 50 000 euros, je suis pas mal là. Si j'ai vendu 100 jours à 50 000 euros et puis que mes gars ils ont été super forts et qu'ils l'ont fait en 80 jours, et bah les 20 jours qui restent, je me les garde dans la poche. Et bah c'est pas ça l'agilité. L'agilité, c'est s'il me reste 20 jours, je suis à la disposition du client. Je suis là pour adapter, je suis là pour faire des petits trucs en plus, etc. Ensuite, quand on est en SS2I, eh ben on est là pour optimiser le taux d'occupation. L'ennemi numéro 1 en SS2I, c'est l'intercontrat. Et ouais, parce que bah, ça fait perdre beaucoup d'argent. Or, quand on est dans l'agilité, on est dans l'amélioration continue. On n'a pas arrêté de le dire, Youn en a reparlé. C'est l'amélioration continue, c'est se donner du temps et se dire je suis en avance. Rappelez-vous du fameux burn down que je vous ai montré tout à l'heure. Je suis en avance, je vais prendre du temps pour m'améliorer, pour me performer, pour apprendre de nouvelles technos. Or ça, bah, ça va à l'encontre du taux d'occupation parce que en général en SS2I ou en prestation, enfin, on dit bah, t'es en intercontrat, on va te trouver une mission tout de suite, tu vas faire autre chose et puis des fois tu fais des choses qui n'ont rien à voir avec ton métier réel et avec ce que tu as envie de faire. Ensuite, bah, en SS2I, c'est la course aux nouveaux clients. Il faut aller chercher du client. Or, l'objectif dans l'agilité, c'est la stabilité des équipes. Alors, c'est encore plus vrai quand on fait du Scrum. Parce que comme vous l'avez vu dans Scrum, on fait des sprints. Un sprint, c'est interdit. Si vous faites du pur Scrum, il est interdit, c'est ce que dit la Bible, la Bible de Scrum, il est interdit de changer l'équipe. Or, des fois, pour gagner un nouveau client, il faut aller chercher l'expert qui pourtant est dans l'équipe. Je l'ai vécu personnellement. J'étais responsable de mon équipe et j'étais en cours de sprint. J'ai mon grand chef à qui on dit jamais non, qui est venu me voir, qui m'a dit non mais là il faut ouvrir tel compte, là c'est très important, j'ai besoin de ton gars. Et ben non. Si on fait de l'agilité, non, ça c'est pas, enfin ça va pas quoi. En l'occurrence ça s'est terminé que je lui ai dit non et finalement son client il a quand même pris le gars mais il l'a pris à la fin du sprint donc ça s'est très bien passé quoi. Et ensuite, bon, bah, je vais arrêter de taper un peu sur les SS2I et les dirigeants des SS2I. Je vais taper aussi un peu sur les gens les équipiers. En SS2I et dans beaucoup de sociétés, il y a une course au titre. Je suis développeur, j'ai envie de devenir chef de projet. Moi, mon objectif dans ma vie, c'est de devenir chef de projet. Et après, quand je serai plus chef de projet, j'ai envie de devenir directeur de projet. Eh ben ouais, eh ben non. Dans l'agilité, on est sur de l'équipe unie. Une équipe qui est auto-organisée, une équipe, il y a des experts, il y a des architectes, mais on ne parle plus en chef de projet, directeur de projet, on parle en senior. Et les seniors, ils ne sont pas là pour manager les autres. Les seniors, ils sont là pour tirer les autres vers le haut. Et ça c'est dur à faire comprendre. Récemment, j'ai été faire un peu de conseil dans une société où, du coup, bah, ouais, je mettais de l'agilité. Ok, entretien avec les collaborateurs. C'est quoi ton rôle, toi, dans la société? Ah bah moi, je suis chef de projet. Ok. Et donc, moi, pour moi, un chef de projet, ça veut rien dire. Maintenant que j'ai ma vision agilité, un chef de projet, ça veut rien dire. En tout cas, au sein de l'équipe. Après, on a besoin de chef de projet. On a besoin d'étiquettes. On a besoin d'étiquettes, mais pour l'extérieur. Parce que le client a besoin de ce retour.
Du coup, on est tous, enfin tous, non pas tous d'ailleurs, mais on est une majorité dans le climat client-fournisseur que je vous ai expliqué longuement au début. Comment faire de l'agilité dans le climat client-fournisseur. Et d'ailleurs, on dit souvent client-fournisseur, mais est-ce que finalement on ne dirait pas fournisseur-client? Parce que finalement, c'est la même chose. Parce que le fournisseur, il a besoin d'un contrat pour s'assurer d'être rémunéré, quoi qu'on en dise. On a beau dire c'est le client qui veut un contrat parce qu'il veut savoir exactement combien il va payer à la fin, etc. N'empêche que c'est vrai aussi dans l'autre sens, le fournisseur il a besoin de faire un contrat parce qu'il a besoin de savoir sur combien il s'engage et combien ça va lui rapporter et jusqu'à quand son équipe va être mobilisée. Donc, voilà. Finalement, on en arrive à avoir ce triangle-là qui est connu, vous pouvez voir dans plein de présentations. Tout projet respecte ces trois axes-là, qui sont le temps, le périmètre, le coût. Je parle des projets en mode forfait, hein, bien sûr. Et ben, il n'y a pas de secret. Une fois qu'on est parti sur un projet, dès qu'il y en a un qui bouge, il y en a un autre qui doit bouger, sinon ça passe pas. Je veux dire, quand on est dans l'agilité, on dit on s'adapte. Bah ouais, on s'adapte. Donc ça veut dire que si vous me demandez des choses en plus, ou si vous me demandez de retoucher quelque chose que vous m'aviez demandé, que j'ai déjà passé du temps à faire, bah, je vais passer plus de temps. Donc il y a un moment, et c'est là où j'en arrive aux techniques de contrat agile, bah, il y a un moment, si on fait de l'agilité, on est tous agiles, le client et le fournisseur. Le fournisseur, il est agile parce qu'il accepte l'adaptation. Le client, lui, il est agile, soit en modifiant son périmètre. Donc je vais dire, bah, je le fais à la place de. Ok, vous voulez ça en plus, je vous le fais à la place de ce truc-là. Ou alors, il accepte d'augmenter le coût. Je vous rassure, je ne connais aucun client jusqu'à aujourd'hui qui m'a dit faisons de l'agile, sachant que l'agilité, c'est je sais d'où je pars, je ne sais pas où j'arrive. Je connais aucun client qui m'a dit allez-y, je vous fais un chèque en blanc et on verra à la fin. Donc, pour arriver à ça, pour arriver avec ce fameux contrat qui définit le délai, le coût et le périmètre, eh ben, on est obligé donc d'écrire ce contrat. On peut faire des contrats agiles, il en existe. C'est assez complexe. Il faut que tout le monde soit suffisamment agile pour l'appliquer. Si vous en voulez, vous m'envoyez un petit message, je vous enverrai un exemple. On peut faire, le contrat agile, c'est pour moi, c'est aussi, il y a deux façons de le faire. Il y a les vrais contrats agiles tels qu'on les voit, pareil, hein, by the book. On peut faire du contrat agile entre nous. C'est-à-dire se dire ce fameux truc, voilà, le projet c'était 100 jours, 50 000 €. Par contre, on accepte que le moindre des changements, on le change aussi. Je vous expliquerai après comment on peut le faire. Après, on a la TMA. Alors la TMA, tierce maintenance applicative, c'est finalement, c'est presque l'idéal parce qu'en fait, le client paye au temps passé. Mais finalement, on tombe dans l'autre excès qui est que le client il veut savoir à l'avance combien ça va lui coûter son projet. Donc la TMA c'est bien pour le fournisseur, le client il aime pas toujours quoi. Alors il aime bien en faire quand il y a déjà eu un galop d'essai ou alors quand il y a déjà eu le gros projet qui a été fait en contrat forfaitisé, etc. Puis après il aime bien faire de la TMA parce que il sait que ça va être beaucoup plus petit et puis de toute façon on a déjà vu comment on a déjà appris à travailler ensemble, il y a une confiance qui s'est créée. Ça peut marcher qu'avec la confiance. Après, il y a le contrat moral. Alors celui-là, il marche toujours au début, puis à la fin, malheureusement, le contrat moral, quand on arrive dans des questions d'argent, ça devient un peu plus dur. Il y a le contrat mixte. Celui-là, je l'ai déjà mis en place. Il est pas mal. Le contrat mixte, c'est quoi? C'est vous faites un contrat, forfait. Ok, monsieur le client, vous voulez tel périmètre, vous voulez telle chose, ça coûtera tant. Et en parallèle, vous faites une TMA. Et comme ça, tout ce qui déborde du forfait, tout ce qui est de l'adaptation, du changement, de l'ajout, etc., on le fait passer au titre de la TMA. Comme ça, au moins, c'est transparent. Il sait qu'à la fin, il aura son périmètre, il sait qu'à la fin, il aura payé tout ce qu'il avait à payer par rapport à son périmètre, et il sait au fur et à mesure que tout ce qu'il ajoute, eh ben, ça lui coûte X € par journée de travail. Finalement, je l'ai déjà glissé dans quelques phrases précédentes, le sprint zéro, moi ce que j'appelle le sprint zéro, et c'est comme ça que nous on aime à travailler, c'est le POC, la preuve de concept. C'est l'agilité, on n'en a pas parlé encore, je crois, depuis le début, mais il y a un maître mot dans l'agilité, c'est la confiance.
Or, la confiance, ça se gagne en travaillant ensemble, ça se gagne avec le temps. Et ben, le sprint 0 permet de gagner cette confiance. Et j'ai quelques success stories où on fait d'abord une preuve de concept qui peut prendre entre 10, 20, 30, 40 jours. Après, ça dépend du besoin déjà, puis ça dépend de ce qui est prêt à mettre le client sur la table en termes de risque. Une fois qu'on a fait ce premier périmètre, on a appris à se connaître. On a appris, alors, vous en tant que fournisseur, vous lui avez montré vos outils, vous lui avez montré que vous êtes transparent, vous lui avez montré aussi votre exigence par rapport à ce que vous attendez de lui. Et lui, du coup, pareil, il vous a montré comment il travaillait. Il vous a montré s'il était très changeant. Il vous a montré si... Tout à l'heure, on en parlait par rapport aux questions. Après ce sprint 0, vous êtes capable aussi d'identifier si celui que vous avez désigné, entre guillemets, comme product owner, si c'est le vrai, le bon product owner, s'il ne faut pas changer d'interlocuteur. Voilà. Donc, quel que soit le contrat, le sprint 0, c'est presque indispensable. Et on ne prend pas de risque. Le client ne prend pas de risque, le fournisseur ne prend pas de risque. Si on fait un contrat, un sprint 0 avec, je veux dire, un petit POC de 10 jours, honnêtement, il n'y a pas énormément de risque de prix ni pour l'un ni pour l'autre. Les critères d'agilité, pour faire à partir de quel moment on peut se poser la question de faire de l'agilité dans un projet. Un besoin rapide de mise à disposition du produit. Voilà. J'ai besoin de tel produit, là, j'ai juste quelques lignes là, de cahier des charges et j'en ai besoin très rapidement. Déjà, là, on va pouvoir se poser la question de faire de l'agilité. Est-ce que l'agilité va pouvoir y répondre? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on ne développe pas plus vite en faisant de l'agilité. Par contre, on développe la valeur ajoutée très rapidement. Ensuite, l'imprévisibilité des besoins du client. Un client qui arrive et qui vous dit moi je veux ça, je veux un site d'e-commerce. Non, c'est peut-être pas, mais si. Je veux un site d'e-commerce. Par contre, je ne sais pas encore exactement. Déjà, alors j'ai un produit, puis en fait, non, j'en aurai peut-être deux. Puis il y aura peut-être 10 gammes par produit, là, faites de l'agilité. Parce que de toute façon, vous ne pourrez pas écrire de spec. Donc vous ne serez pas d'accord dès le départ. Donc là, ça peut être un facteur favorisant de faire de l'agilité. De même que la nécessité de changement fréquent. Ça peut être un produit qui a besoin d'évoluer très souvent. Autant faire de l'agilité. Un besoin de visibilité du client. Alors, les clients, ils sont friands de ça. De savoir à quelle vitesse vous avancez, si ça se passe bien, si son projet passe bien, est-ce que son argent est bien passé. Donc là, l'agilité, ça apporte ces réponses-là, parce qu'en agilité, vous mettez à disposition les outils qui permettent d'être au fait en temps réel. Et ensuite, il faut, si vous avez identifié un utilisateur qui vous permet d'avoir le feedback immédiat, vous pouvez faire de l'agilité. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, le client il est là pour vous donner le projet, il vous engage pour ça, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit présent. C'est la question que vous posiez tout à l'heure, qui est le bon product owner, il faut qu'il y en ait un. Par contre, ce qui est défavorisant, ce qu'on disait tout à l'heure, si le client il est totalement indisponible, mais vraiment totalement, on ne peut même pas mettre en place quelqu'un entre deux, c'est négatif. La dispersion géographique des ressources, ça complexifie quand même. L'agilité, c'est quand même beaucoup plus favorable à mettre en place quand on est tous sur le même plateau et qu'on n'est pas loin. Cela dit, j'ai déjà vu des sociétés faire de l'agilité avec des équipes à l'autre bout du monde et avec une belle visioconférence, un écran comme ça très grand. Et puis, tu l'as vu, Salim aussi, je crois. C'est pas ce que vous faites, vous? Non, nous on le fait pareil, on a les équipes qui sont divisées en deux, une partie en Angleterre, une partie en France. Ouais. C'est dur, il y a le langage, il faut bien synchroniser les gens qui sont en distance, quand il y a des choses qui se déplacent, c'est dur. Ouais. C'est faisable, mais c'est dur. C'est très dur. Le refus du changement, ça, c'est évident que c'est anti-agilité, et la gouvernance de la DSI, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure au Camembert, c'est que il faut avoir une direction qui suit des deux côtés. Il faut avoir l'aval, il faut que les gens qui donnent les sous, qui ont les gens qui ont le pouvoir, il faut qu'ils soient d'accord de faire de l'agilité. Et alors attention,
Ça fait quelques années, l'effet de mode. On voit de plus en plus, ça fait je crois peut-être 4 ans à peu près, dans tous les appels d'offres, et en plus public, c'est ça qui est marrant. Dans tous les appels d'offres publics, récemment, on voit, on veut une méthode agile. Le fournisseur devra être en méthode agile. Et puis un peu plus bas, c'est combien de jours vous allez mettre, combien ça va nous coûter, et assurez-nous que vous faites tout le périmètre. Ah bah non. Voilà. Ils ont dit exactement tout et son contraire dans l'appel d'offres. Donc il faut faire très attention à l'effet de mode et pas faire de l'agilité pour faire de l'agilité. Enfin, et comme disait Youm, l'adapter à son contexte. Ça résume un peu tout ce que je vous ai dit. Pourquoi faire de l'agilité? Augmenter le retour sur investissement, la flexibilité, la qualité du produit. Parce que malgré tout, on livre très souvent, on a un feedback très rapide, donc on améliore la qualité beaucoup plus rapidement. La visibilité, et ce que je viens de dire, le feedback rapide, ça c'est un effet très très positif. C'est que du coup, comme vous avez beaucoup d'échanges avec votre product owner, et ben des fois la conduite du changement, il n'y en a même plus. Parce qu'en fait, vous avez développé un outil qui est tellement sur mesure que le client a vu tout au long du cycle de vie du projet, que finalement il n'y a plus besoin de faire de conduite du changement à proprement dit. Et les utilisateurs, ils savent tout de suite prendre en main l'outil. Alors, comment faire de l'agilité? Alors, je suis preneur, hein. Si vous avez d'autres idées, j'en rajoute. Ça, c'est celle que moi j'ai pu, c'est celle que j'essaie de mettre un peu en avant, c'est celle que j'ai pu voir dans mon expérience. Bon, déjà, il faut que le client le demande. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'il est prêt à en faire? Parce que je reviens à mon effet de mode. Un client qui vous dit je veux faire de l'agilité, déjà, il faut le questionner, il faut lui expliquer ce que c'est. Est-ce que vous êtes prêt à vous investir? Est-ce que vous êtes prêt à changer le périmètre ou à changer le coût? Rappelez-vous du triangle, etc. etc. Donc, il faut mettre en avant, il faut mettre en avant tous les avantages que peut lui apporter l'agilité. Donc, on les a déjà vus et parcourus tout au long de la soirée. Ensuite, moins le cahier des charges est détaillé. Ça, c'est mon avis personnel et ça n'engage que moi. Pour moi, moins le cahier des charges est détaillé, plus l'intérêt d'y répondre en agilité est grand. Moi, j'adore, et vraiment, j'adore un client qui vient me voir en me disant « J'ai un besoin, je vous fais un mail, faites-moi une proposition. » Nous, c'est là qu'on s'éclate. Parce que du coup, on fait de l'agilité, on va l'aider à construire son besoin. On va être là dès le début. On va être là en amont, on va l'aider à réfléchir à ses fonctionnalités, on va lui apporter nous notre expertise qui est plus technique. Si on a la chance que ce soit en plus un client dans un métier qu'on a déjà parcouru un petit peu, on va pouvoir lui donner des idées. Et puis si c'est un projet, on va dire, qui n'est pas pur métier, si par exemple c'est un projet de e-commerce et qu'on a déjà des compétences dans l'e-commerce, on va pouvoir lui apporter notre expertise là-dessus. Donc, voilà. Ensuite, il faut faire attention à quelque chose, c'est l'abus de confiance. Comme je vous ai dit, l'agilité, ça passe par la confiance. Malheureusement, j'ai pu le vivre aussi. On parlait d'échecs tout à l'heure, on a tous eu nos échecs. On fait confiance. Moi en plus, je suis quelqu'un qui a plutôt tendance à donner beaucoup de confiance au début. Et puis le client, il en abuse. Donc malgré tout ça, malgré tout ce qu'on vient de dire, il ne faut pas hésiter à mettre en place un maximum de choses, un maximum quand même de petites traces. Dans l'agilité, on dit on ne fait pas de comité de pilotage, on ne fait pas de machin, etc. N'empêche, rien de vaut quand on a pris une grande décision, un bon petit mail avec tout le monde en copie, est-ce que vous êtes bien d'accord? Parce que ça permet d'éviter les abus de confiance. Je reviens vite fait là-dessus. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a une façon de contractualiser l'agilité. Je vais m'adresser un peu aux financiers. Je te cible, hein, Stéphane, direct. J'ai pu essayer de faire un contrat. Ça a marché une fois. Après, je pense qu'il faut le retravailler. Pourquoi pas s'engager et dire voilà, vous avez un besoin. Moi, j'estime que le besoin, il y a à peu près 80 jours de travail, voilà, donc 40 000 euros. On part sur 50 000 euros, 100 jours de travail. Sauf que vous sortez du contrat quand vous voulez.
on va vous livrer au fur et à mesure, et quand vous nous dites stop, on s'arrête. Avec quelques garde-fous quand même, se dire, bah voilà, le jour où on s'arrête, si on s'arrête à 50%, vous payez quand même 10% de ce qui reste. Et bah tout le monde est gagnant, en théorie. En tout cas, là, dans la pratique que j'ai pu le faire, tout le monde a été gagnant. Après, c'est... Dernière minute ? 20 minutes. Ah, 20 minutes, bah, je sais bien ce que je disais encore ça. Ah non, merci. Après, il n'y a plus que les retours d'experts. Donc, tout le monde est gagnant parce que finalement, le client, il a eu ce qu'il voulait. Il l'aura payé moins cher que ce qu'il avait prévu. Il l'aura payé au vrai coût, avec ce petit 10% en plus. Mais c'est quand même moins cher que ce qu'il avait prévu à la base. Et vous, eh ben, vous êtes aussi satisfait parce que vous avez fait votre taf. Vous avez rendu quelque chose de qualité, le client est content. Vous avez vos équipes qui sont disponibles, plutôt. Et en plus, vous avez gagné le petit 10% en plus, parce que normalement, bah, vous aviez prévu de gagner 50 000 €, mais finalement, vous n'avez pas gagné 50 000 €, mais vous avez vos équipes qui sont disponibles. Voilà. Ça, c'est une solution de contrat agile que j'aimerais pouvoir refaire. Et j'attends le bon cas. Quelques retours d'expérience, je vous la fais très vite. Un projet au sein d'un centre de service dont j'étais responsable il y a encore peu de temps. Un très gros client, un beau gros projet. Contexte public, appel d'offres public. Qui dit appel d'offres public dit beau cycle en V, etc., etc. Le client, le projet, il partait mal. Moi, je suis arrivé juste après, en fait. Donc, on a dû reprendre le projet. Et on s'est dit, bah, c'est le cas que j'expliquais tout à l'heure, on s'est dit, on va faire de l'agilité. Mais on va faire de l'agilité sans le dire au client. En l'occurrence, on lui a dit, mais comme il ne voulait pas en entendre parler, on a dit, bah, nous, on va faire quand même de l'agilité. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait finalement? On a appliqué pas mal de concepts qu'on a vus tout à l'heure. On a quand même gardé des chefs de projet, des directeurs de projet, des gens qui avaient l'étiquette, qui allaient chez le client avec l'étiquette. Je suis chef de projet, je suis directeur de projet. On a continué les comités de pilotage, on a continué les comités de projet, on a continué tout ça. Pour lui, c'était transparent. N'empêche qu'on a rattrapé le retard. Pourquoi on a rattrapé le retard? Parce que on a attaqué la conduite du changement en amont. Donc du coup, le temps qu'on avait prévu sur la conduite du changement, qui finalement se chiffre, elle a été énormément réduite. Donc du coup, on a regagné de l'argent là-dessus, entre guillemets. Donc on a compensé des pertes qu'on avait eues avant. On a énormément amélioré la qualité. Et comme on a amélioré la qualité, on a une discussion qui est tout de suite totalement différente avec un client quand on vient avec une application qui est belle, qui correspond à ce qu'il attendait et qui en plus n'a pas de bug. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver, il n'y a rien de pire que d'arriver en comité de pilotage. Bon alors je vais vous faire une démo. Premier clic, pof, ça bug. Ah merde, erreur 404. Enfin, c'est pas possible. Donc tout de suite, là avec votre client, vous n'avez pas la même discussion. Voilà. Donc en plus, on a eu une meilleure vision pour nous de l'avancement. Mais ça, on leur a partagé. Donc eux, ils ont pu voir la progression. Donc ils ont été rassurés. On a recréé la confiance. Et surtout, on a remotivé l'équipe. L'équipe qui commençait à voir le projet, ils se sont dit voilà, c'est le projet de l'année, on va tous se mettre dans le mur. Et les mecs qui ne voulaient plus travailler sur ce projet-là, ils le fuyaient. Ben non, en fait, on a remotivé tout le monde et on a réussi à les faire progresser. Malgré, on était dans le cas d'un product owner inexistant. Mais alors ce coup-ci, c'était pas un product owner inexistant par sa non-présence, c'était un product owner inexistant par sa non-connaissance du métier. Il connaissait rien à son métier. Donc du coup, on était obligé d'aller gratter à droite, à gauche. J'ai mis mon proxy de product owner qui, au fur et à mesure, a commencé à bien connaître le métier. Et puis, on a imaginé un peu à leur place. Et voilà, on a peut-être eu un peu de chance aussi sur certains trucs. Et des contraintes contractuelles omniprésentes, ben ça, il fallait faire avec. Mais quand on est dans le monde du public, ça a beau être un projet de 2 ans. Et ben, quand ils attendent, il faut verser à tel moment, il faut livrer, et puis il faut être payé à tel moment, etc. etc. Donc on a quand même réussi à le mettre en place. Ensuite, j'en ai fait une extension au centre de service. En fait, c'était le point de départ. Après, j'en ai fait une extension au centre de service, et finalement, on a réussi à l'adapter. Et là, c'est plus pour les personnes qui ont des équipes
un peu multi-techno, multi-site même. On a réussi à l'adapter à un contexte de 25 collaborateurs, même 30 à la fin, sur 2 sites géographiques avec 3 types de technologies. Et bah, comment on a fait ça, comment j'ai fait ça, j'avais deux technos particulièrement, enfin, deux technos principales, .NET, Java, comme souvent. J'ai nommé un responsable de pôle sur chaque pôle, et en fait on faisait les daily scrum, on les faisait entre chaque pôle. Et qu'est-ce qu'on a fait, c'est que finalement le daily scrum n'était plus un daily scrum par projet, mais vraiment par pôle. Et chacun parlait de son projet dans son pôle, ce qui fait qu'après, un gars qui intervenait sur le projet pour le client A, le lendemain, s'il y avait un feu à éteindre sur le client B, comme il avait entendu parler, comme il savait de quoi ça parlait, etc., il pouvait intervenir sur le client B. Et de même, le gars qui avait le client B, qui avait un problème, quand il évoquait le problème, l'autre pouvait y répondre. Et ça, ça a vachement bien marché. Et puis finalement, vous n'êtes plus, je n'étais plus le responsable du centre de service. J'étais uniquement un protecteur. Je me suis mis dans la peau de Zidane. J'aime bien parler de Zidane, mais je me suis mis dans la peau de Zidane. J'ai essayé de tirer tout le monde un peu vers le haut. Et tu parlais de la Syrie tout à l'heure. On y va, on remonte les manches, on va avec les gars et tout. Et les gars, ils sentent qu'on est là, et ils sentent qu'ils progressent, ils sentent que ça va dans le bon sens, quoi. Et surtout un mot d'ordre de la transparence. C'est-à-dire que même en tant que responsable de centre de service, j'avais un devoir de réserve, forcément. Il y a beaucoup de managers qui gardent les chiffres pour eux-mêmes parce que forcément la connaissance c'est le pouvoir. Et non, moi j'ai fait le total l'opposé, c'est-à-dire que je donnais tout à mes équipes. Je leur expliquais pourquoi il y avait tel impact. Pourquoi, si là ils étaient un peu en retard ou là ils avaient fait le mauvais choix, quel impact ça pouvait avoir sur la perte d'un client, sur tout ça, sur voilà, transparence. Bilan, je vous l'ai expliqué, beaucoup plus d'implication, d'investissement de l'équipe, une reconnaissance de toute l'équipe en interne de la société et en externe, c'est-à-dire des retours très positifs des clients sur l'équipe. Et en plus, comme on a fait de l'agilité, l'équipe est en contact, tout le monde dans l'équipe était au contact avec le client, donc le client était capable de me dire « Ah ouais, j'ai eu un tel au téléphone, génial ». Une grosse croissance de l'expertise et surtout une très très grosse amélioration de la qualité. Voilà, je finirai par ça, juste vite fait. C'est ma pub à moi. Ça fait 1 an que Coaxis existe, 1 an et 2 mois maintenant. On ne fait que de l'agilité, on essaye. Enfin, on fait que du forfait en agilité. Alors il y a débat. Le cycle d'avant-vente est très long parce que expliquer à un client qu'on fait de l'agilité, c'est pas forcément le plus rassurant. Donc les clients hésitent à travailler avec nous. Bon, en plus, on n'est pas très connus, donc forcément, ils hésitent encore plus. On a des coûts parfois souvent supérieurs à nos concurrents et on a des marges inférieures. Forcément, parce que comme on accepte beaucoup d'adaptations, etc., on fait moins de marge. On navigue à vue, c'est-à-dire ça c'est la conséquence des 2 autres, hein, c'est que du coup on travaille sur, enfin la conséquence des 2 autres, puis c'est la conséquence aussi de faire des petits sprints, des petits POC, etc. C'est que du coup, aujourd'hui on n'a pas encore les super gros projets qu'on peut avoir, que certaines grosses SS2I peuvent avoir et qui savent que de toute façon ils n'auront aucun souci dans les 10 années à venir. Et aussi on manque de temps pour nos projets en R&D. Par contre, des hauts, une reconnaissance montante, ça fait super plaisir d'avoir des retours de nos clients chez qui on intervient, qui sont très contents qu'on soit là. Beaucoup de clients, ça veut dire beaucoup de références, ça veut dire beaucoup de personnes qui parlent de nous, donc ça c'est bien. On attaque des nouveaux secteurs d'activité, comme on est en agilité, on se permet d'aller titiller des nouvelles technos, d'aller titiller des choses en plus. C'est-à-dire qu'on arrive chez un client en disant voilà, on va répondre à votre besoin global. Donc sur votre besoin, on sait faire ça, et puis ça, soit on essaiera de le faire, soit on fera appel à quelqu'un d'autre. Mais si on fait appel à quelqu'un d'autre, par contre, on s'imprègne des trucs pour savoir le faire. Et puis surtout, un plaisir de travailler ensemble. Ah, ça ne dira pas le contraire. J'espère. Et puis on existe encore, c'est que ça doit marcher hein, quelque part. Voilà, j'en ai fini. Allez.
si vous avez des questions. Ouais. Tu disais la volonté de supprimer au maximum le cahier des charges. On Ouais. quand même que sur des métiers, il faut avoir une conservation si on fait un milieu logiciel constant, parce que ça demande d'environnement dans mon métier. Est-ce que c'est parce que toi, tu travailles sur Play, je pense, Ouais, entre autres. ton associé, sur des technos où justement toute la partie non métier est déjà bien gérée ailleurs, ton code est très très proche du métier, et ça t'évite, je pense, beaucoup cette traduction de cahier des charges. Par contre, sur d'autres technos, la trace papier ou les tests d'acceptance par papier ou ce qu'on veut reste quand même un peu obligatoire parce que la techno ne vient pas dans ce sens-là. Ouais, mais alors attention, je dis pas qu'on ne fait pas les tests, etc. etc. Ce que je dis, c'est que nous, ce qu'on aime, c'est d'avoir le cahier des charges le plus light possible pour que le client ait l'esprit le plus ouvert possible à ce qu'il a envie de faire et qu'il ne se cloisonne pas à on a écrit un cahier des charges de 20 pages, vous n'avez pas intérêt à sortir du truc. C'est ça que je dis. Après, il y a une chose dont on n'a pas du tout parlé, Youn, c'est aller chercher l'aspect au lieu de la pousser. On parlerait mieux que moi, mais en fait, on préfère partir d'un cahier des charges très light, et quand on arrive sur les questions métiers, aller les chercher à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc c'est vraiment garder l'ouverture d'esprit maximale pour se poser les bonnes questions et être sûr que ce qu'on fait, ça a une valeur ajoutée pour le produit au final. Parfois, c'est aussi le problème, c'est que le client a du mal à prendre au sérieux certaines méthodologies. Par exemple, travailler avec des mock-ups, les gens ont du mal à comprendre qu'on va juste dessiner des écrans et on sent bien qu'en face, on n'est pas pris au sérieux. Ouais, c'est sûr. une des meilleures méthodes pour modéliser un logiciel. C'est clair. De toute façon, il y a un truc qui est évident, enfin, on l'a remarqué, je ne suis pas le seul. Le client, tant qu'il n'a pas vu, il ne sait pas ce qu'il veut. C'est aussi pour ça, tout à l'heure, quand dans un de mes slides, c'était marqué les premiers sprints, qu'est-ce qu'on fait dans les premiers sprints, piste graphique, etc. C'est effectivement, il faut cahier des charges minimum, expliquez-nous à peu près comment vous allez le faire, on y retourne. En général, c'est Sébastien qui nous fait des super belles pistes graphiques, des wireframes, etc. Puis une fois qu'on a ça sous les yeux, bah voilà, ça va se passer comme ça. Et là, tu peux rentrer un peu plus dans le détail. Et là, tu peux vraiment, le client, il visualise. Et là, il se pose des bonnes questions. Ça peut quand même t'emmener sur des phases de refactoring assez importantes parfois. Ouais, mais après, ça dépend. Faut pas aller trop loin non plus. Faut se battre aussi contre ça. Et ça, faut contre, pas avoir le barricade, parce que sinon ça peut coûter cher. Faut se battre contre les développeurs fous qui ont envie d'en mettre toujours plus, alors que le client, il n'a pas demandé quoi. Je sais pas si ça répond à ta question. Comme tu voulais ajouter des choses. Moi j'avais un cas par rapport à ce que tu disais. Lors d'une démo, on a monté le product owner, on s'est rendu compte que la règle qu'il nous avait présentée pour la story suivante, elle était pas bonne. Il fallait qu'il revienne vers nous vers quelque chose de plus consistant. Et en fait, là, on n'a pas été dans le détail, on a vu qu'après, au début, et quand on est allé dans le détail, on a fait la démo, on a vu que ça marchait pas. Ouais. Du coup, vous avez pu adapter juste derrière. Le product owner travaille. Ah d'accord. C'était il y a 2 ans. Non, c'était il y a 2 semaines. Et là, on avait une application quasiment finie. Là, on pouvait montrer noir sur blanc, attention, si tu fais ça, t'as tel impact. Ah oui, c'est clair. Le visuel, ça. Tout est. Est-ce que ça a répondu à vos questions de tout à l'heure?